Bonjour à tous, bienvenue pour ce séminaire sans dose. J'ai le plaisir de partager avec vous quelques réflexions, quelques démarches autour de la pharmacie d'officine, ou plus exactement l'avenir de la pharmacie d'officine. Je ne suis pas moi-même pharmacien, je suis professeur d'innovation dans les services, je suis professeur à l'ESSEC, et je m'interroge simplement sur les questions du service ou l'avenir des services tels qu'ils peuvent être aujourd'hui dans une économie des services un peu globale. Vous le savez probablement, mais 80% de la population active travaille dans les services, on est essentiellement tourné vers les services. Néanmoins, on peut se poser la question dans quelle mesure est-ce que ces services sont-ils évolutifs, comment est-ce qu'ils évoluent auprès de nos fournisseurs, auprès de notre client, auprès de l'ensemble des écosystèmes. Et je me suis intéressé à la pharmacie d'officine après plusieurs années à travailler sur les questions de régulation, de dérégulation et aussi et surtout de préférence client. Dans quelle mesure les clients souhaitent, veulent et décident finalement un choix de tel service plutôt qu'un autre service dès lors que l'on est en concurrence. Je vais pendant cette présentation avec vous essayer de parler d'officine bien sûr, mais ce n'est pas le premier sujet. Le premier sujet, il est l'économie des services et dans quelle mesure cela va s'inscrire dans une démarche pour les pharmacies officinales. On va essayer d'aborder plusieurs parties, dont une partie sur comprendre les besoins des clients. Dans quelle mesure nous avons besoin de comprendre les clients qui sont face à nous. Quand on regarde ce qui s'est passé en France, à travers ces questions de nouveaux entrants, Amazon, iTunes par exemple, la réaction première des acteurs traditionnels, Virgin, Fnac, etc., a été globalement de faire la grève. C'est un principe français que tout le monde connaît dans la salle. Dès qu'on n'est pas content, on ne va pas essayer de se réinventer, on va d'abord faire la grève. Tout le monde en a assez d'Amazon, affirme Aurélie Filippetti. Donc une loi a été créée. La loi a été créée, la fameuse loi Amazon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La loi Amazon imposait à Amazon de facturer les frais de livraison à tous ceux qui commandaient des ouvrages. Il ne s'est rien passé. Les commandes ont toujours été les mêmes, personne n'a cessé, vous vous en doutez, personne n'a cessé de commander sur Amazon. Autrement dit, ce que l'on est en train de se dire ici, c'est que le prix n'est pas un critère évidemment de choix, la question c'est quel service je vais proposer à mes clients et pour lequel ils seront prêts à me suivre. Cette dimension sur Amazon, à la fois sur iTunes, et vous allez le voir juste après, a complètement bouleversé l'économie ou, j'allais dire, l'écosystème des organisations. Et il y a une sorte de décalage entre à la fois ce que l'on peut percevoir comme Amazon, vous avez vu sur l'écran, tout le monde en a assez d'Amazon, Amazon, et ça c'est juste il y a quelques mois seulement, est l'enseigne préférée des Français. L'enseigne préférée des Français devant Picard, devant Decathlon, devant toutes ces grandes marques-là. Autrement dit, ce que l'on reconnaît à Amazon, qui pourtant est critiqué partout, c'est bien évidemment son excellence de service. Leclerc regarde comment fonctionnent les pharmaciens. Et il se dit finalement, si je demande à un laboratoire pharmaceutique d'acheter en volume, en gros, en masse, je vais avoir des remises qui sont plus importantes, mais même business model. Je dois prendre les boîtes et je dois les vendre le plus rapidement possible. Je n'ai pas le choix, puisque c'est mon business model qui veut ça. Si quelqu'un arrive dans la pharmacie et me demande, par exemple, la tension artérielle, vous imaginez bien qu'on va avoir un sérieux problème. Parce que la tension artérielle, prendre la tension artérielle, vous savez ça aussi mieux que moi, ça ne se prend pas aussi rapidement qu'on pourrait l'imaginer. La tension artérielle, il faut que la personne s'assoie pendant 10 minutes et puis on reprend une nouvelle fois la tension pour savoir si effectivement il y a une difficulté. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir se poser la question, est-ce que oui ou non, on peut contrôler la tension artérielle ce jour-là, puis le lendemain, puis le jour d'après, etc. Autrement dit, vous allez avoir un suivi de la tension artérielle, la personne doit venir chaque jour, plusieurs minutes, jusqu'à 20 minutes possiblement, et si le pharmacien se met à faire ça, une première journée, une deuxième journée, une troisième journée, peut-être pendant un mois, l'ensemble de ces données-là sont collectées. Ces données-là sont données au patient et il va voir le médecin avec. Vous imaginez bien qu'il y a une dépense de temps importante, vous imaginez bien qu'il y a une information qui est importante, vous imaginez bien que Leclerc n'est pas capable de faire ça, mais que le pharmacien, oui, il l'est, par sa proximité, par sa connaissance. La seule valeur ajoutée du pharmacien n'est clairement pas dans la molécule, n'est clairement pas dans la boîte de médicaments, puisqu'il ne possède rien, il ne fait rien. Le pharmacien, lui, il est dans le service. Il est dans le service, plus exactement, il est dans le produit au service du service. Bien sûr qu'on a encore besoin de la molécule, bien sûr qu'on a encore besoin de médicaments. Il n'empêche que sa valeur ajoutée ne se trouve pas à cet endroit-là. Elle se trouve nécessairement dans autre chose. Et c'est la valeur ajoutée. Aujourd'hui, s'il ferme une pharmacie
tous les 2 jours, c'est tout simplement parce que les pharmaciens, restés cloisonnés, ils sont restés sur des anciennes façons de penser, des anciennes façons de commercialiser des boîtes, mais rien d'autre. La question que l'on doit se poser, c'est donc la marge de manœuvre des organisations de services. Et pour cela, il faut qu'on travaille sur la question d'expérience client. L'expérience client est la marge de manœuvre des officines. En marketing, on travaille sur ce qu'on appelle les fameux 4P. Le produit, le prix, la promotion et puis la place. Place, c'est-à-dire le lieu de distribution. Quand vous regardez ces 4 dimensions-là, d'accord, aujourd'hui, à quel endroit se trouvent les pharmaciens? Où le pharmacien peut-il finalement se différencier? Pas sur le produit. La boîte de paracétamol sera toujours la même boîte de paracétamol, quelle que soit l'officine. Ce n'est pas le prix. Le prix, il est extrêmement régulé. Ou si c'est le prix, c'est de toute façon à la baisse. Donc, la marge va baisser. La promotion, pas de publicité dans les officines. Enfin, place, la distribution, c'est dans l'officine en tant que telle. Autrement dit, les 22 000 officines qui existent aujourd'hui proposent strictement la même chose. Le même produit, le même prix, la même publicité et le même endroit pour distribuer. Comment on peut faire différemment? Il y a, pour faire différemment, 3 axes bien particuliers. Les people, les personnes qui peuvent délivrer le service, l'environnement physique, comment l'organisation physique est organisée pour telle ou telle clientèle, enfin, le processus. Pensez à Uber, par exemple, qui est très connu maintenant dans l'organisation des taxis. Uber ne s'est pas inventé sur le service, on va toujours d'un endroit à un autre, ni sur le prix, il adapte son prix en fonction de la hausse de la demande, ni sur la distribution, puisque vous achetez Uber, ou en tout cas vous commandez Uber à distance, ni sur la publicité, on a tous connu Uber bien avant qu'il y ait de la publicité. Uber s'est inventé sur les 3 P que je viens de donner. Le process, vous savez quand et où est la voiture, quand elle va arriver, vous avez mis votre carte bleue précédemment, vous n'avez pas besoin de cash, vous n'avez pas besoin de prévoir un moyen de paiement, puisque tout est déjà organisé, seul votre smartphone suffit. Physical environment, c'est la voiture qui est bien plus propre que ce que l'on pouvait vivre dans les taxis il y a 5 à 10 ans. Et puis la partie people, qui est évidemment importante. Quand on commande un taxi Uber, on sait quel est le score du taxi, on a la photo du chauffeur de taxi, on a son numéro de téléphone, et les personnes sont censées avoir un meilleur service que l'on a dans les taxis traditionnels. Alors évidemment, entre-temps, ils se sont adaptés, les taxis traditionnels, mais pensez à ce qui s'est passé il y a 5 ans à l'arrivée d'Uber, c'était exactement leur proposition de valeur. Très rapidement, même chose pour Airbnb. Chez Airbnb, chez Uber, on a compris, mais c'est valable dans toutes les organisations de services, que ces 3 P-là étaient déterminants. Maintenant, regardez ces photos. 22 000 pharmacies, ce sont toutes les mêmes. Regardez le processus. Comment est-ce qu'on est servi dans une pharmacie? Vous avez un comptoir, une personne vient avec une ordonnance, et la personne se retourne, prend les médicaments et va les donner. Je caricature qu'à peine. Prenez l'exemple du nombre de patients que l'on sert dans une officine, environ 150 à 300 par jour. 150 à 300 par jour, vous avez toutes les pathologies possibles et inimaginables, considérables, entre les enfants, les personnes âgées, entre les différentes pathologies, extrêmement compliqué. Comment une personne peut-elle servir autant de pathologies différentes en une seule journée, en un minimum de temps? C'est simple. Elle se prend l'ordonnance, elle se retourne, prend la boîte et va le donner. C'est exactement ce qu'a vu Leclerc. Bien sûr, je comprends et je suppose que dans la salle, il y a beaucoup de contestations entre ce que je dis. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais non, c'est une caricature. Oui, il n'empêche que Leclerc a exactement vu ça comme business model. Et pour servir 150 à 300 clients dans un minimum de temps, il n'y a qu'une solution, c'est de faire de cette manière-là. 3e élément, les people. Comment aujourd'hui sont les personnes dans les officines? Toutes les mêmes, sans aucune segmentation possible. Toutes ces différentes dimensions, et vous avez ici à l'écran quelques exemples avec les pharmacies qui ont fait polémique. La pharmacie de Caen, la fameuse pharmacie Grâce de Dieu qui a fait polémique parce qu'il a cherché un nouveau moyen de distribuer. Vous pouvez penser à la première télépharmacie qui se trouve à Grenoble. Vous pouvez penser à l'Italien dans lequel il n'y a absolument pas de médicaments et tout est derrière. Il y a juste les pharmaciens qui sont devant. Bref, tout un tas de pharmacies ont cherché quand même et ont pu et ont réussi à innover sur ces 3 axes. La 3e partie qui est importante, c'est aller plus loin qu'une simple expérience de service. On a compris les besoins des consommateurs, on a compris les axes et les marges de manœuvre sur les officines, maintenant il faut aller plus loin. Souvenez-vous ce que je vous ai dit en disant mais qu'est-ce que l'on vient chercher dans une officine?
Personne n'est entré dans une officine pour aller chercher une boîte de médicaments. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. On vient chercher la santé, ce qui n'est pas la même chose. Peut-être faut-il en passer par une boîte de médicaments, mais ce que l'on va chercher, c'est avant tout un conseil avec une boîte de médicaments. Cet élément-là est déterminant. Ted Levitt dit en 1977 que tout le monde veut faire des trous, mais personne ne veut forcément une perceuse. Que les clients veulent des lecteurs MP3, ils ne veulent pas de lecteur MP3, pardon, mais ils veulent de la musique. Vous le voyez ici à l'écran. Les clients ne veulent pas de train, ils veulent aller d'un endroit à un autre. Les clients ne veulent pas d'ordinateur, mais ils veulent des solutions. Enfin, les patients ne veulent pas de médicaments, ils veulent la santé. Cette différente dimension-là a été organisée depuis les années 80 à peu près à travers plusieurs entreprises que vous voyez ici à l'écran. Rank Xerox, qui a arrêté de vendre des photocopieurs et s'est mis à vendre des photocopies. Michelin, qui a arrêté de vendre des pneus, mais a vendu du kilométrage. Vous avez BMW qui dit d'ici 2030, on arrête de vendre des voitures, mais on va vendre une expérience de voiture dans laquelle vous allez quand même l'utiliser. Bien sûr que les photocopieurs existent, bien sûr que les pneus existent toujours, bien sûr que les voitures existent, mais ce n'est pas ce que l'on vend. Nous sommes passés de la possession à l'usage d'une part, nous recherchons de la performance, des contrats, des solutions, de la fonctionnalité. Et le pharmacien est le mieux placé pour ça. Il est le plus à même de facturer un service à haute et à forte valeur ajoutée. Cette dimension-là est déterminante et vous voyez dans cette grande courbe chronologique depuis les années 80, l'avenir de la pharmacie en passera forcément par le service dans lequel, oui, il peut y avoir des molécules, oui, il peut y avoir des médicaments, mais ce n'est pas l'objet principal. Nous devons en passer en quelque sorte, vous le voyez à l'écran, par ce qu'on appelle la destruction créatrice. La destruction créatrice vient de l'économiste autrichien Joseph Schumpeter. Il dit cette phrase que vous pouvez lire. « Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. » C'est à cet endroit-là que se trouve aujourd'hui la pharmacie. La pharmacie aujourd'hui, vous le voyez ici à l'écran, les taxis ont été disruptés, comme on dit, par Uber, les auto-écoles par Ornica, Avis par Blablacar, les hôtels par Airbnb, eBay, même un pure player, se fait disrupter par des organisations comme Le Bon Coin. Toutes ces organisations-là montrent qu'on peut tout à fait disparaître si on ne se réinvente pas. Je vais le reformuler. L'objectif de la pharmacie, c'est de créer sa propre disruption créatrice, en disant que l'ancien métier n'est pas forcément le métier de demain. Et il faut l'accepter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'organisations. Je pense à La Poste qui veut faire de la livraison, je pense à Apple qui veut surveiller la santé, je pense à Nike qui veut améliorer la santé, Leclerc qui veut distribuer, Amazon qui veut faire la livraison de médicaments. Aucun de ceux-là ne sont pharmaciens. On est en train de se faire détruire en tant que pharmacien par des non-pharmaciens. Uber a détruit, c'est un non-taxi, a détruit les taxis. Airbnb a détruit des métiers traditionnels à travers l'hôtellerie, etc., etc. Vous comprenez bien que toute cette dimension-là est fondamentale. Nous avons besoin de manière claire d'avoir une nouvelle approche du métier de l'officine. Et il est forcément par les services, quand bien même nous avons du produit. Je vais terminer avec cette photo-là parce que ça fait longtemps que je travaille maintenant sur les questions de l'officine, les services. Et j'ai pris pour habitude de terminer avec une photo de ma mère que vous avez face à moi, qui a 83 ans. Et ma mère a une obsession qui est de déblistérer elle-même tous les médicaments pour mon père, pour elle-même. Et elle met ça dans des petits pots de confiture que vous voyez parfois dans les hôtels. Donc elle prend les petits pots de confiture qu'elle mange, évidemment, puis après elle met des médicaments dedans pour organiser ça pour la semaine, à la fois de mon père et de ma mère. Ça fait 60 ans qu'elle habite dans la même ville. Vous imaginez, mon père est épileptique, vous imaginez les risques pour la société, pour eux bien sûr, mais pour la société, d'avoir ce genre de comportement. Ça fait 60 ans qu'elle est dans la même ville, ça fait 60 ans qu'elle est avec le même pharmacien. Qu'a fait le pharmacien pendant ces 60 dernières années, à part lui tenir la porte en lui disant « Bonne journée Madame Pavie et à très bientôt ». Le pharmacien n'a rien à faire derrière un comptoir. Le pharmacien n'a rien à faire à vendre des boîtes. Le pharmacien doit peut-être déblistérer, doit peut-être déjà préparer, mais surtout, il doit laisser aller aussi au domicile. Parce que j'entends déjà les pharmaciens qui peuvent dire « mais ça se fait déjà, on peut déjà le faire ». Il faut comprendre les clients, ça a été mon premier point. Et les clients, ça ne se passe pas dans une officine. Les clients, ça se passe chez eux. C'est à cet endroit-là qu'il faut le faire. Si ça ne se fait pas, nous aurons des robots qui le feront, comme vous pouvez le voir ici, qui vont s'occuper des personnes âgées. Autrement dit, je voudrais conclure avec cette photo, mais je voudrais conclure avec les points à retenir pour aujourd'hui. Il est important de comprendre les besoins des clients,
Comprendre les besoins des clients, ça n'est pas simplement les écouter face à un comptoir dans une officine. C'est aller les écouter chez eux, les interroger, les analyser, les observer. Un client n'est pas capable de formuler. Donc vous avez besoin de les observer pour comprendre. La deuxième chose, les clients recherchent une expérience client. Ils ne cherchent pas simplement à avoir une relation rationnelle, mais également une dimension émotionnelle. Et la dimension émotionnelle, c'est comment je prends soin de mes patients, je prends soin de mes clients. Une pharmacie d'officine est une organisation de service à très forte valeur ajoutée, très forte. Mais aujourd'hui, elle est totalement absente. Elle est réfugiée derrière des boîtes, derrière des molécules, et la valeur ajoutée, elle est même donnée, elle est gratuite, comme vous avez pu le voir derrière les photos. La destruction créatrice montre notre besoin de s'adapter. Notre métier d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui, n'est pas forcément celui de demain. C'est valable dans tous les secteurs d'activité. C'est valable dans l'éducation, c'est valable dans tous les métiers qui sont ceux des services, l'hôtellerie bien sûr, je l'ai cité, et d'autres métiers encore. Il faut accepter le changement. Accepter le changement, c'est accepter l'innovation. L'innovation, c'est innovare, in à l'intérieur, novare, le changement. Changer à l'intérieur pour pouvoir survivre. C'est tout ce que je vous souhaite en tant que pharmacien, en tant que métier du pharmacien, réussir à innover, réussir à se réinventer à travers les services à forte valeur ajoutée. Merci de votre attention. Merci Xavier pour votre intervention qui nous a permis de prendre de la hauteur et de découvrir d'autres secteurs avec des exemples similaires à la pharmacie. Selon vous, quel impact économique pour la pharmacie qui soigne l'observance de ses patients et les accompagne avec des services ? Les pharmaciens ont toujours été dans l'observance et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'essence même du métier de pharmacien. Que son métier eût été changé ces dernières années, par exemple, est un problème. On a changé le métier du pharmacien et on l'a finalement dénaturé. Donc le fait que l'on passe sur une observance, en fait, on retourne à l'ADN du pharmacien. Il faut garder en tête que le pharmacien a trois axes, trois atouts majeurs avec lui. Il a la proximité, il a la crédibilité et il a l'expérience. Tous les commerces de proximité, l'ensemble globalement des organisations de services n'ont pas forcément ces trois axes-là. La proximité, la crédibilité et l'expérience, c'est le seul qui a ces éléments-là. Aujourd'hui, la proximité, c'est l'observance. Il passe devant chez lui, il passe chez lui. On a un maillage territorial qui est exceptionnel et qui permet d'avoir cette observance régulière. Il a l'expérience, il connaît les patients, il les connaît bien, il connaît un certain nombre de patients qui peut effectivement l'aider à l'aiguiller, à l'orienter, à faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui peut paraître un gros mot dans ce milieu-là, mais qui est de la fidélisation. Bien sûr qu'on ne va pas fidéliser dans une optique, tant mieux s'il est malade, on va fidéliser tout simplement parce qu'il a besoin de quelqu'un. Et puis, il a la crédibilité, parce que ça fait plus d'une centaine d'années, peut-être plus de 200 ans, et si on remonte encore à l'apothicaire, ce sera encore plus que ça, il a la crédibilité de la population. Donc on lui fait confiance. C'est un des rares, la Poste aussi, par exemple, ça fait partie des organisations de services nationaux qui font encore confiance, à qui on a encore confiance, les citoyens font confiance, le pharmacien est le numéro 1. On fait confiance au pharmacien. Le pharmacien a de l'expérience et le pharmacien a de la proximité. La question que vous me posez sur le modèle économique, il n'est pas en termes stratégiques, il est plutôt en termes d'ADN. L'ADN du pharmacien, c'est l'observance. L'ADN du pharmacien, c'est d'être proche de ses patients. L'ADN du pharmacien, c'est d'avoir des patients fidèles. Encore une fois, c'est parce qu'il sera mieux traité par quelqu'un qui le connaît mieux et qui le suit depuis longtemps. Et enfin, la crédibilité dont je parlais, qui est déterminante. On n'est bien qu'avec quelqu'un avec qui on est en confiance. Et le pharmacien porte ça. Du coup, si je vous dis que la pharmacie de demain, c'est une pharmacie de service, vous me répondez quoi ? Oui, c'est une pharmacie de service comme elle l'a été, comme elle le sera nécessairement, et c'est une pharmacie de service et de confiance. Et c'est important parce que celui à qui on croit, c'est le pharmacien. Vous savez, il y a un nombre de pharmacies considérable entre votre domicile et votre travail. Parfois, le médecin peut être entre les deux, vous allez passer devant 1, 2, 3, 4, et puis c'est cette pharmacie-là où vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter à cette pharmacie-là parce que vous avez eu un bon conseil, parce que vous avez une bonne relation avec le patient, avec le pharmacien, parce que vous avez confiance en lui. Donc la pharmacie est une pharmacie de choix, une pharmacie de confiance, et forcément, c'est le service. Le pharmacien doit sortir de l'ornière dans laquelle il est entré, c'est-à-dire je me réfugie derrière des boîtes et je ne fais plus le métier que j'aime faire.
Le pharmacien doit faire le métier qu'il aime faire, qui est son ADN. Je l'expliquais avec la proximité, la crédibilité et l'expérience. C'est quelque chose qu'il doit conserver et qu'il doit encore développer. Il doit sortir de son comptoir. Très bien. Et du coup, nous, en tant que laboratoire pharmaceutique, qu'est-ce que vous estimez, quelle est la place que vous estimez légitime pour nous, pour accompagner le pharmacien justement dans cette évolution de métier vers une économie de service justement? Le laboratoire, il faut l'utiliser pour un pharmacien à bon escient. C'est-à-dire qu'il est un support. Il est un support dans lequel il peut s'appuyer pour un certain nombre de compétences qu'il n'a pas. Je peux vous donner l'exemple, je parlais du marketing, de la relation avec ses clients, etc. Le laboratoire peut aider à cette montée en compétences. D'accord ? Il peut aider parce que le pharmacien ne possède pas ça. Donc le laboratoire, je dois le dire de manière aussi honnête que je le pense, doit savoir trouver sa place. Il ne doit pas prendre la place du pharmacien. Le laboratoire doit savoir rester à sa place et doit aider le pharmacien. Il n'existe pas un laboratoire, il existe des laboratoires. Donc chacun des laboratoires doit avoir vis-à-vis du pharmacien une bienveillance. Une bienveillance pour l'aider à monter en compétences, pour l'aider à asseoir ses nouveaux services de demain, mais il ne doit pas prendre sa place. Et qu'il y ait un rapport, non pas de dominant-dominé, ce qui a pu avoir le cas avec des laboratoires, mais plutôt un vrai partenariat entre à la fois un client et un fournisseur dans lequel les deux vont trouver leur compte pour leur développement chacun. Très bien. Et du coup, donc, là, on est en séminaire de vente et on voulait que vous donniez un petit message justement à chacun d'entre nous pour savoir quelle est l'attitude justement à adopter vis-à-vis de nos pharmaciens pour les accompagner là-dessus. Est-ce que vous avez à la fois le pharmacien mais aussi toute son équipe officinale, quelle est l'attitude à adopter, quel est le discours à lui apporter, est-ce qu'il faut le rassurer, est-ce qu'il faut, comment l'accompagner, est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner là-dessus? Aujourd'hui, un commercial de chez Sandoz a la nécessité d'aider son client. Vous pourriez l'abandonner, mais c'est à la fois irresponsable, c'est pas bienveillant et on ne pourrait pas avoir un double discours en disant à la fois l'avenir de la pharmacie, le pharmacien doit être bienveillant, il doit être dans les services, il doit aider les patients, mais en tant que laboratoire, je m'en fiche. Ça, ce serait suicidaire et ce serait même malhonnête, ce serait malsain. Donc, un laboratoire qui est bienveillant, qui comprend l'avenir de la pharmacie, eh bien, à travers ses commerciaux, c'est l'attitude aussi de bienveillance qu'ils doivent avoir vis-à-vis de ses clients. Pour vous, la pharmacie de demain en 3 mots et le patient de demain en 3 mots? On voit bien l'avenir. L'avenir, c'est le changement comportemental intrinsèque des pharmaciens en disant « oui, il y a des nouvelles technologies, il faut que je les aborde, il y a des nouveaux services qu'il faut que j'aborde ». C'est ce que je disais. C'est cette démarche d'entrepreneur qu'ils doivent avoir. Du coup, avec tous ces changements de contexte, quel est selon vous l'avenir du business model de la pharmacie? Le business model de la pharmacie a forcément aussi à évoluer. C'est-à-dire que le pharmacien est en train d'évoluer, les patients sont en train d'évoluer pour toutes les raisons que l'on a dit. Le business model aussi doit évoluer. Ce qui veut dire que le business model classique, qui était une forme de vente à la boîte, mais les dérégulations font qu'aujourd'hui on a de moins en moins de rentabilité avec, en tout cas nous en aurons de moins en moins avec ce genre de business model. On doit changer de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire aider concrètement les nouveaux business models. J'ai expliqué avec les services. Les services doivent être facturés. Évidemment, si vous me dites demain je veux facturer la tension artérielle ou l'asthme ou la dépendance au tabac, avec ce que je fais déjà, évidemment personne ne va l'acheter puisque mon voisin le fait. Donc ça veut dire qu'il faut aller se réinventer derrière les services. Quel est le vrai service à valeur ajoutée? Est-ce que je vais chez un patient? Est-ce que je vais tous les jours? Il y a de nouveaux business models à inventer. Les nouveaux business models à inventer, les laboratoires ont un rôle à jouer. Est-ce que l'on doit continuer à faire un business model à travers de la vente de boîtes? Est-ce qu'il y a des nouveaux business models à faire en fonction des services qui sont apportés? Est-ce que vous allez aider les pharmaciens également à développer de nouveaux business models? Donc cette bienveillance, elle est sur l'aide technique, l'aide de compétences, elle est l'aide sur le business model, elle est sur cette bienveillance au sens très large du terme. Merci beaucoup Xavier pour Merci votre intervention. Merci.